travaillé plusieurs, il a travaillé plusieurs fois comme consultant auprès de l'OMS. Actuellement, il est consultant en prévention privée, en prévention contre l'infection. Alors, je passe la parole à notre collègue, Dr. Dixon Mokebe, pour faire sa première présentation. À vous la parole, Dr. Dixon. Merci, professeur. Merci beaucoup et mes salutations à tout le monde et à tous les participants. Je viens de partager mon écran. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. Oui, c'est visible, mais c'est visible. C'est petit. OK, je l'agrandis un peu. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci bien. À vous. OK, merci. Nous allons parler de mise à jour sur la transmission gouttelette air et rôle de la ventilation dans la PCI, dans ce cadre de la pandémie COVID. Certes, nous n'allons pas revenir sur toutes les choses qu'on a déjà dit et vues et revues en ce qui concerne la COVID. Nous allons plus nous attarder sur ce qui a trait à la ventilation et la contamination autour de la ventilation. Donc, d'entrée de jeu, nous allons dire qu'il y a eu plusieurs études menées autour de cette situation parce qu'il y a de ceux qui disent la contamination n'est pas possible. Il y a de ceux qui disent que la contamination par aérosol est très possible. Et il y a eu plusieurs études menées autour de ça. Mais si nous devons retenir, c'est que dans une pièce qui est mal ventilée, il est vraiment difficile de déterminer si la contamination a été faite par aérosol ou bien la contamination a été en contact direct ou contact indirect. Alors, et dans ce sens, en étant dans cette incapacité pratiquement de préciser d'où est venue cette contamination, nous allons commencer à appeler ça un continuum. Donc, c'est un ensemble de tout cela qui peut être à l'origine de la contamination d'un COVID dans un espace mal ventilé. Et il est bon à savoir qu'à chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous rions, nous murmurons, nous produisons toujours des aérosols, nous produisons toujours de gouttelettes. Et comme le répond si bien cette partie que nous venons de présenter là, que la quantité de particules virales qu'une personne est sensible de respirer peut augmenter les risques de contamination. D'où il est nécessaire pour nous de toujours prévoir une ventilation adéquate ou de système de purification d'air qu'on doit prévoir au niveau de nos structures, au niveau de nos locaux, au niveau de nos bureaux, peu importe, au niveau, disons, au niveau de bâtiments en général. Prenons l'exemple de bâtiments sans trop rester carré, focalisé sur la structure sanitaire. On a fait un petit glossaire dans lequel on a repris quelques mots essentiels sur lesquels nous allons parler. Notamment, on a là la ventilation, donc qui consiste vraiment cet effet-là d'extraire de l'air de l'intérieur, l'air qui est vicieux, qui est déjà plein de CO2 ou plein d'autres particules qui ont été aérosolisées ou des virus, prendre cet air vicieux d'un milieu et les diluer en injectant de l'air extérieur qui est mieux ventilé, qui est moins chargé en CO2, de manière à ce que la pièce soit bien aérée. Et dans ça, nous avons deux systèmes qui sont possibles. On peut avoir une ventilation mécanique
ou encore nous pouvons avoir une ventilation naturelle. Alors, l'autre terme qu'on va aussi utiliser, filtration. La filtration mécanique, donc cela consiste à mettre de filtres. Même dans la ventilation mécanique, on peut avoir une ventilation, mais dans cette ventilation, de manière globale, nous pouvons trouver de filtres qui permettent de capter des particules. Et nous avons aussi des dispositifs de filtration portables, ce qu'on appelle des purificateurs d'air. Parfois, on peut avoir un petit purificateur d'air de table, on peut avoir des purificateurs d'air de pièces de 3 mètres carrés, on peut avoir des purificateurs d'air de pièces de 10 mètres carrés. Et tous ces purificateurs ont des filtres à l'intérieur qui va permettre la captation des particules. D'autres termes que nous allons aussi utiliser, aérosol, nous avons parlé d'aérosol, aérosol, aérosol, aérosol. C'est vrai que l'aérosol découle de gouttelettes. La grande différence, c'est que l'aérosol, c'est une petite gouttelette. La différence, c'est vraiment au niveau de la taille, parce que l'aérosol peut, la gouttelette est nettement plus grand et l'aérosol peut aller de l'ordre de 10 à 5 microns en termes de taille. Et comme je le disais tantôt, vous voyez là, quand nous chuchotons, on peut se dire qu'en chuchotant, je vais moins produire de gouttelettes, mais en chuchotant par rapport à quelqu'un qui ne fait pratiquement rien, on produit 6 fois plus d'aérosol. En parlant, même normalement, comme par exemple moi, heureusement que je suis dans un espace bien aéré, je produis 17 fois plus d'aérosol. En criant, on produit 34 fois plus. En chantant, là, ça fait 250 fois plus d'aérosol. Donc, vous comprenez que si nous sommes dans une pièce très mal ventilée, avec une personne qui chante, ça sera compliqué. Et l'émission de ces aérosols, il se déplace avec une certaine vitesse. Donc, qui peut aller à 1 mètre par seconde pour quelqu'un qui respire normalement, jusqu'à 20 à 50 mètres pour quelqu'un qui a éternué. Ça, c'est la vitesse de déplacement. Alors, le mode de transmission. Tel que nous l'avons dit, on a ces continuums ici où on ne sait pas dire est-ce que la contamination de cette personne qui est en vert là, est-ce qu'il s'est contaminé parce qu'il était trop rapproché de la personne contaminée et a respiré directement les aérosols, ou bien la contamination a été par un contact direct ou encore par un contact indirect. Donc, les aérosols se sont déposés sur une surface et sur ces surfaces, la personne non contaminée, avec ses mains, viendra toucher ces surfaces, les murs, le poignet de porte et tout ça. Et après, la personne va mettre ses mains par les différentes portes d'entrée du corps humain et facilement, il va se retrouver contaminé. Et nous ne saurons dire, est-ce que c'est parce qu'il a été proche des aérosols ou bien c'était par contact indirect. Alors, les risques de transmission augmentent dans certains contextes. Comme on l'a vu, quand on est dans une pièce assez restreinte, à gauche ici, la petite maison avec nos 3 enfants, nos 3 adultes, dans un espace assez restreint, avec une mauvaise ventilation, facilement, on se retrouve avec beaucoup d'aérosols dans l'air qu'on respire et dans des pièces à forte densité. Si on se retrouve très nombreux dans une pièce, on produit plus de CO2, on produit plus d'aérosols, on produit beaucoup de gouttelettes et les risques augmentent, surtout en termes de contact prolongé.
Mais de passer de gouttelette à aérosol, il y a toujours un délai de temps qui s'écoule entre les deux. Ce qui fait que nous allons dire un petit mot sur le délai de dessiccation ou encore dire la vitesse de sédimentation de gouttelettes. Donc, de gouttelettes de 50 à 60 microns prennent environ 2 secondes pour se dessécher. Environ 2 secondes pour perdre presque la moitié de son poids. Et le gouttelette de 10 microns prennent environ 0,1 seconde. Et l'aérosol, le petit gouttelette de 10 à 5 microns, de 5 Docteur Dixon, on a perdu ta voix. Docteur Dixon. Docteur Dixon. Oui, allô? Allô? On a perdu ta voix, maintenant c'est bon. C'est bon, OK. Je disais que les gouttelettes prennent un certain temps pour se dessécher. Donc, ça nous prend entre 8,3 minutes à 33 minutes respectivement pour que la gouttelette qui a été émise puisse tomber environ 1 mètre en raison du temps qu'il prend pour se dessécher. Se dessécher, là, comme on l'a dit, la dessiccation ne veut pas dire que la gouttelette est dépourvue de liquide. Donc, il y a toujours une petite proportion de liquide qui reste même au niveau des aérosols qui permet la viabilité du virus. Et en termes de placement et la distance de dissémination, nous avons ces 2 graphiques qui nous montrent un peu comment se déplacent les gouttelettes. Et pour les grosses gouttelettes d'environ 50 à 60 microns, ça c'est la toute première ligne en bleu, en absence de vent, en absence de courant d'air, en supposant qu'il y a un mouvement d'air très léger dans la pièce qui peut varier entre 0,05 mètres par seconde à 0,2 mètres par seconde dans la pièce. Donc, une gouttelette émise peut parcourir une distance d'environ 1 mètre. Ce qu'on voit ici en bleu, il peut parcourir une distance d'environ 1 mètre. Là. Et plus la gouttelette est petite, plus loin elle peut aller. Donc, on voit qu'une gouttelette de 5 microns, pratiquement aérosolisée, peut aller jusqu'à plus de 12 mètres de distance. Ça, c'est si on est à des vitesses faibles de mouvement d'air dans la pièce. Mais si on va sur le graphique à droite ici et qu'on a de mouvement d'air à 0,2 mètres par seconde, la gouttelette de 50 microns, la grosse gouttelette qu'on arrive à voir, peut aller même jusqu'à 4 mètres de distance de déplacement. Et la petite gouttelette, celle-là, n'en parlons même pas, parce qu'elle peut aller nettement plus loin en termes de déplacement. Alors, ces tableaux résument un peu une étude qui a été faite par le journal de médecine en Angleterre. Ils ont fait une étude comparative de la viabilité du virus dans l'aérosol entre le SARS-CoV-1 et notre COVID-19 actuel. Et dans cette étude, si l'on regarde le premier titre, le premier ici, nous avons en rouge, nous avons la COVID-19, SARS-CoV-2, et en bleu, nous avons SARS-CoV-1. Nous voyons que le virus reste viable dans l'air jusqu'à environ 3 heures. Dans l'air, nous avons encore la viabilité du virus
dans l'aérosol. Et au niveau de cuivre, nous avons jusqu'à 4 heures de viabilité de virus qui est détectable au niveau de cuivre. Donc, la ligne en pointillé noir ici montre la limite de détection, jusqu'à quel moment le virus n'était plus détectable. Donc, sur le cuivre, il peut aller jusqu'à 4 heures, il est détectable. Et au niveau de carton, on peut aller jusqu'à 96 heures. Et au niveau de l'acier inoxydable, on va jusqu'à 96 heures, aussi. Il est très légèrement détectable, tout comme dans le plastique. Alors, la suite du tableau montre aussi la distance de dissémination par rapport à la perte de la viabilité du virus. C'est une comparaison. Comme on le voit là, c'est un peu plus clair. On voit que jusqu'à 3 heures pour le cas de COVID-19, nous avons la viabilité qui demeure au niveau des aérosols, bien que au niveau du cuivre, la viabilité de COVID-19 déposée est perdue très rapidement. Donc, et nous avons dans ces diagrammes, nous avons classé les mesures qu'on doit prendre pour prévenir contre les infections, de plus efficaces aux moins efficaces. Je sais que si on se dit c'est protéger contre des aérosols, le premier réflexe de tout praticien PCI que nous sommes serait de prendre un N95, un FFP2 pour se protéger. Mais dans ces diagrammes, comme on le montre, c'est que la protection individuelle vient intervenir pratiquement en dernier lieu, en dernier recours que nous venons utiliser la protection individuelle. Primordialement, nous devons éliminer physiquement le pathogène. Donc, même si on doit construire un hôpital, le site doit être bien choisi. Avant de mettre un PPE, on doit savoir où est-ce qu'on construit l'hôpital. Et ensuite, l'ingénierie doit être là pour séparer, parce qu'aujourd'hui, si on construit l'hôpital avec de murs en sachet, dès qu'on aura la pluie, la météo sera mauvaise, on va se retrouver avec de l'eau dans nos locaux. Donc, l'ingénierie est là pour permettre cette séparation entre les pathogènes, que ce soit de polluants organiques, que ce soit de polluants chimiques, que ce soit de polluants nucléaires. L'ingénierie est là pour permettre cette séparation. Et nous avons l'administration et le contrôle. Et en dernier lieu, nous avons le port d'équipements personnels. Et c'est au niveau de l'ingénierie pour contrôler que se situe la ventilation. Parce que la ventilation doit déjà être prévue, organisée, pensée pendant qu'on est en train de construire notre structure, notre bâtiment. Alors, il y a un exemple là. Je vous montre l'exemple de 2 bâtiments. Il y a à droite un bâtiment ventilé et à gauche, nous avons un bâtiment qui n'est pas ventilé. Comme vous voyez, la ventilation là, c'est fermé. Si vous remarquez bien, vous allez voir que nous avons beaucoup d'aérosols qui se retrouvent coincés dans cette pièce et qui augmentent le risque de ces messieurs à droite ici, là, de contamination parce qu'il est à côté, dans la même pièce, dans une pièce mal ventilée avec une personne infectée. Mais si nous regardons à gauche, dans une pièce ventilée, on voit que nous avons moins de particules aérosolisées qui se retrouvent dans l'air, ce qui réduit sensiblement les risques de contamination pour ces messieurs.
Alors, en termes de ventilation, comme nous l'avions dit tantôt, nous avons plusieurs types de ventilation. On peut avoir une ventilation mécanique, on peut avoir une ventilation naturelle qu'on peut faire à la maison en ouvrant de fenêtres ou en prévoyant l'angle du vent, savoir par quel axe le vent passe pour bien placer nos fenêtres. Et on peut avoir une ventilation combinée qui permet d'avoir le deux. Donc, en termes d'avantages et désavantages, on voit que la ventilation mécanique est très adaptée. C'est bien parce que vraiment, ça permet de créer cette barrière physique entre le pathogène et l'air interne. Mais sauf qu'elle est très coûteuse à installer. On doit mettre une ventilation centrale, chaque pièce doit être ventilée, on doit avoir une pression négative dans des zones à risque. Docteur Dixon, on a perdu ta voix. Carrément le micro, je vais aller comme ça, je retire les écouteurs. Ça va comme ça? Oui, ça va très bien, vas-y. OK, donc, si nous voyons bien dans les types de ventilation, donc on doit se dire que la ventilation mécanique, elle est bonne, elle est bien, c'est vraiment adapté pour nos structures, sauf qu'elle est très coûteuse, que ce soit en termes d'installation ou que ce soit en termes d'entretien. La ventilation naturelle, c'est bon, parce qu'elle convient bien dans des climats doux et modérés, parce qu'on ne va pas me dire, là où il y a l'hiver, on va faire la ventilation naturelle. Ça sera compliqué, parce qu'on va se retrouver tous congelés, ce qui sera compliqué. Donc, et le grand problème avec la ventilation naturelle, comme on vient de le dire, c'est la météo. C'est vraiment la météo qui est le grand problème. Et on ne sait pas avoir de zone d'isolement à pression négative où on sait que dans cette salle-là, les particules pathogènes qui sont aérosolisées ne pourront pas prendre place dans le grand bâtiment. Donc, ce qui crée un problème. Voilà un exemple de ventilation mécanique. Comme on le voit si bien, nous avons le système qui est là, à droite ici, qui reprend de l'air chaud de l'intérieur, rempli de CO2, pour l'évacuer afin d'introduire de l'air frais au niveau du bâtiment. Et dans la ventilation mécanique aussi, on a ce qu'on appelle des ventilateurs qu'on utilise à la maison, nos petits ventilateurs, ou de plafonniers qu'on utilise pour le plafond. Et on a aussi l'air conditionné, les climatiseurs monoblocs qu'on utilise, l'air conditionné. Alors, le grand problème avec ces types de ventilation mécanique, c'est qu'ils peuvent encore éloigner, propulser très loin le gouttelette produit par une personne contaminée et augmente le risque dans la pièce où nous sommes. Et il faut savoir que l'air conditionné, les climatiseurs monoblocs que nous utilisons, ne fait pas l'échange d'air avec l'extérieur, non, tout comme les ventilateurs. Ça, c'est un véritable problème. Donc, il ne fait que circuler l'air qui est dans la pièce. Alors, les exemples de différents ventilateurs et climatiseurs que nous pouvons avoir sont là. Et ces petits tableaux retracent un peu la manière dont on peut utiliser les différents types de ventilation mécanique personnelle, comment on peut les utiliser. Donc, dans des chambres individuelles, par exemple, à usage de personnes qui sont confirmées de COVID, on peut bien mettre, il est confirmé de COVID, bon, même s'il émet de particules qui vont rester aérosolisées dans l'air, il est positif COVID, mais la personne qui doit venir dans cette salle
on doit toujours mettre d'autres mesures secondaires à l'extérieur, par exemple, pour savoir que dans cette zone-là, avant d'entrer, il faut mettre une protection, le N95, N95 qu'il faudrait mettre. Et on voit que dans des zones où on a des personnes asymptomatiques sans diagnostic de COVID, il est vraiment pas intéressant, même dans des salles communes, pour là où nous avons des personnes qui ne sont pas COVID, d'utiliser ce type de ventilation. Parce que après, ça va créer des problèmes. Ça va déplacer encore les particules plus loin que la personne qui était contaminée. Et la ventilation naturelle, ça, c'est un peu plus simple, mais c'est toujours compliqué aussi parce qu'on vous a épargné de beaucoup de calculs, mais déjà, même pour faire une ventilation naturelle, par rapport à savoir combien de fenêtres on doit avoir dans une pièce, combien de fenêtres on doit avoir dans une salle de réunion qui doit contenir X nombre de personnes, tout cela doit être calculé par rapport à l'amplitude d'ouverture, le degré d'ouverture de cette fenêtre. On devra avoir combien de fenêtres dans cette salle, la pièce fait quelle dimension. Tout ça, ce sont des calculs qu'on doit faire en amont pour de grandes salles ou de salles qu'on doit avant de le construire, afin de savoir que non, ici, nous devons avoir 2 fenêtres de telle dimension. Est-ce que ça devait être des fenêtres coulissantes? Est-ce que ça devait être des fenêtres qui s'ouvrent? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des fenêtres coulissantes et ils nous offrent pratiquement 50% d'air frais qui entre par cette fenêtre parce que l'autre bâton reste fermé. Et l'air qui entre n'est pas de pourvu de microbes. C'est vrai que c'est l'air frais, mais plusieurs fois, si on se souvient tous très bien, on a eu, en ouvrant des fenêtres, sentir des odeurs entrer dans la maison. Donc, ce qui montre que l'air frais qui entre pour rafraîchir la pièce n'est pas toujours dépourvu de polluants. Alors, parlons de purificateurs d'air. Les purificateurs d'air, d'après plusieurs études qu'il y a eu, et plusieurs dans les normes européennes, ils ont validé plusieurs appareils, types de purificateurs d'air qui peuvent être utilisés parce qu'ils réduisent la concentration de virus dans l'air s'ils sont très bien utilisés. Et chacun de ces purificateurs sont dotés de filtres à haute efficacité contre les particules. Et le filtre qu'on abrège toujours EPA. Et sa taille convient à la pièce à laquelle il sera utilisé, tel que nous l'avons dit au départ. On peut avoir de petits filtrateurs pour purificateurs d'air qu'on met sur des tables. On peut avoir des purificateurs qu'on peut utiliser pour des pièces de 3 mètres carrés. Les fabricants déterminent toujours ça. Sinon, il y a aussi des calculs pour lesquels on peut toujours faire. Et il y a des purificateurs où on vous dit ça peut prendre des pièces de 10 mètres carrés. Et il est toujours essentiel de ne pas placer les purificateurs d'air à côté de fenêtres ou à côté de portes. Il faut qu'il soit le plus centralisé possible pour qu'il purifie le plus d'air possible qui circule dans la pièce. Alors, en termes de purificateurs d'air, nous avons 2 types de purificateurs d'air. Nous avons des purificateurs d'air qui agissent par captation, qui captent des particules grâce à son filtre. Et nous avons aussi le purificateur qui agit par inactivation, notamment le purificateur à ultraviolet. Là, nous avons un exemple de purificateur à filtre et là, nous avons un exemple de purificateur à ultraviolet. Ils peuvent avoir plusieurs formes. Ils peuvent avoir, là, nous avons pris l'exemple de 2 formes possibles. Et le plus souvent, il est conseillé de le placer à environ 2 mètres du sol
afin que le courant d'air, l'air qui circule, passe toujours par ces rayonnements ultraviolets qui permettent d'inactiver les virus et beaucoup de particules qui peuvent être contagieuses. Mais aussi, pour se rassurer de la qualité de l'air, nous avons, ou la qualité de la ventilation dans une pièce, on peut aussi utiliser le capteur à CO2. On peut utiliser le capteur à CO2 tel que nous, pour évaluer si cette pièce est bien aérée ou cette pièce est bien ventilée ou pas. On peut utiliser le capteur à CO2. Le capteur à CO2, on peut en avoir de capteurs murales, on peut avoir de capteurs qu'on peut déposer sur la table. Et n'oublions pas que chaque fois que nous respirons, nous émettons de CO2. Alors, et la quantité de CO2 qu'on émet est proportionnelle à l'activité que nous faisons. Plus l'activité est lourde, plus nous produisons de CO2. Et on a deux exemples qu'on a là. Il y a plusieurs formes de capteurs à CO2. Il y a plusieurs types. Il est conseillé dans nos structures d'avoir de capteurs à CO2, surtout dans des salles de réunion, d'avoir de capteurs à CO2 de ces types qu'on peut facilement utiliser. Et le seuil de CO2 à ne pas dépasser, c'est le 9000 parties par million, comme on dit, ppm, qu'on ne doit pas dépasser dans une pièce. Et comme là, vous voyez, le ppm est aux alentours de 681. Voilà pourquoi la lampe s'allume en vert. Mais dès qu'on atteint le 9000, il s'allume en rouge ou en jaune. Il peut être aux alentours de cet intervalle parce que ça dépend de l'aération aussi qu'il y a dans la pièce et du CO2 à l'extérieur. Mais si par rapport, on fait une mesure de CO2 à l'extérieur et qu'on revient dans la pièce, on refait une mesure de CO2 et qu'on se retrouve qu'il y a une différence entre 400 à 500 ppm de plus par rapport à l'extérieur, donc cette pièce-là est très mal ventilée ou cette pièce-là est trop peuplée. Donc, il faut réduire le nombre de personnes dans cette pièce ou laisser ouvrir les fenêtres et de porte une quinzaine de minutes pour laisser circuler le CO2 et qu'on ait de l'air frais de l'extérieur. Alors, Dr Dixon, oui. Il vous reste beaucoup de temps. Vous avez fait 35 minutes maintenant. OK, que j'accélère. S'il vous plaît. OK, d'accord. Bon, là, nous avons quelques directives de plusieurs sociétés en termes de l'évaluation en risque de CO2. Il faut bien noter que un taux élevé de CO2 ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un risque élevé de contamination ou que la pièce est très mal ventilée. Comme nous l'avons dit, peut-être que la pièce est trop surpeuplée ou encore peut-être que la pièce il n'y a pas eu de change d'air depuis plusieurs minutes. Alors, bon, je m'étais dit que nous allons nous épargner beaucoup de calculs, mais quand même, je mets un exemple qui pourra aider tout le monde après pour calculer. Ça, c'est la norme européenne par rapport au taux de CO2 et de besoin en air frais. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est en activité légère, comme l'exemple qui est ici, quelqu'un qui est en activité légère, le besoin en air frais est d'environ 44 mètres cubes par heure, par personne. Donc, si nous devons faire des petits calculs tels que vous le voyez là, on peut facilement déterminer quel est le nombre de personnes qu'on peut avoir dans une pièce par rapport à sa dimension. Donc, il y a le document sur ça auquel on pourra toujours partager à la fin de la présentation. Et
En conclusion, nous allons dire ça. Protégez-vous et protégez les autres. Parce qu'il n'y a pas de mesures, on peut dire, salvatrices ou de mesures qui sont exceptionnellement excellentes, sans faille, il n'y en a pas. Chaque mesure a ses limites. Mais plusieurs mesures combinées nous permettent de minimiser les risques. Donc, notamment, on revient sur le plaidoyer qu'on fait de se faire vacciner, parce que déjà, ça va réduire, minimiser le risque au maximum, de toujours bien ventiler et aérer la pièce avec les différentes méthodes que nous avons vues et les différents calculs qu'on a vus. Toujours maintenir les distances de sécurité. C'est vrai que plusieurs pays, maintenant, nous sommes en train de lever des mesures. Donc, on ne respecte plus la distanciation. En Afrique, c'est encore compliqué parce que c'est très, très, très compliqué pour nous. Déjà, dans nos transports, c'est impossible. Mission impossible de respecter les distances dans le transport, mais il faut faire de son mieux pour respecter. Limiter le nombre de personnes présentes dans une pièce ou dans une réunion. Si on peut faire une téléconférence ou télétravail tel que maintenant, on peut l'appliquer. Limiter le temps de présence dans le local mal aéré ou limiter vraiment le temps et porter le masque parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a levé le couvre-feu dans beaucoup de pays, le masque aussi, on l'a levé. Personne ne veut plus porter de masque. Continuer à prendre, à respecter les mesures de PCI, la désinfection, l'hygiène de main, et tout ça mis ensemble, c'est là. Et surtout, il ne faut pas oublier en dernier lieu l'information. L'information pour réduire les risques. Et cela permet de protéger tout le monde. Et à cela, je vous dis merci. Et en annexe, il y a un petit plan d'action qui permet de faire l'amélioration de nos structures avec un petit ordinogramme qu'on peut facilement suivre si les moyens le permettent. Dans d'autres contextes de nos pays africains, ce ne sera pas toujours simple en termes de ventilation mécanique, mais vous avez cet ordinogramme qui vous permet de suivre. Donc, je vous remercie pour votre attention. Professeur Chedli, je vous rends la parole. Merci. Merci bien, merci. C'est très excellent. C'est excellent, Dr. Dickson. Je vous remercie. Je vous passe aussi les félicitations de plusieurs participants. Je vous remercie vraiment, Dr. Dickson. Vous pouvez désactiver le partage d'écran. Merci bien. Chers collègues participants, après avoir suivi ensemble la présentation de notre collègue Dickson Mokeba, on passe à notre deuxième présentation. Et comme je vous l'avais dit, les deux présentateurs étaient mes deux coéquipiers, je travaillais avec eux. Le deuxième, c'est notre collègue Dr. Okubisu. Dr. Okubisu, il est de formation médecin urgentiste de base. Il a un master en santé publique avec option environnement et santé. Il est diplômé de l'Université de Montréal en gestion des urgences de santé publique et crise humanitaire. Je m'excuse. Il est diplômé de l'Université de Montréal en gestion des urgences de santé publique et crise humanitaire complexe. Actuellement, il est point focal prévention contrôle de l'infection auprès de l'OMS pour le hub des urgences de l'OMS de Dakar. Bien sûr, ceci en plus de son expérience pratique dans plusieurs pays africains lors de plusieurs épidémies. Docteur Bissot, à vous la parole et l'écran. Merci, professeur Azouz. Bonjour, chers participants. Je vais, avec votre permission, essayer de partager mon écran et puis me faire voir. Voilà. Vous m'avez présenté, merci, Dr. Okubiso. Je suis au niveau du hub des urgences de Dakar, de l'OMS. Et
j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur la prévention et le contrôle des infections au niveau communautaire. Alors, nous sommes dans le contexte Covid. Nous essayerons de façon succincte de vous partager les recommandations de l'OMS, mais aussi par rapport à la dynamique de l'épidémie, qu'est-ce qui est fait. Vous êtes habitué à entendre parler de la PCI au niveau des établissements de santé, mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire un point sur la PCI au niveau communautaire. Alors, la PCI, nous n'allons pas revenir dessus, vous le savez aussi bien que moi, après toute cette série de webinaires que nous faisons avec vous. La PCI, ça constitue un ensemble d'interventions qui visent à prévenir la transmission des infections aux patients, aux visiteurs, au personnel de santé dans les établissements de santé. Et la PCI permet d'éviter des maladies inutiles. Voilà, on va aller tout simplement, et parfois même la mort, et permet d'économiser de l'argent, permet de réduire la résistance aux antibiotiques, et la PCI est essentielle pour des soins de qualité. Voilà, tous les travailleurs de santé doivent comprendre et doivent avoir des compétences en PCI, voilà, dans la mise en œuvre de leurs activités de façon quotidienne. Alors, pour aujourd'hui, nous allons essayer de parcourir notre présentation. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un participant qui a un micro ouvert. C'est un peu désagréable. Merci. Alors, nous allons rapidement passer sur le contexte et les justifications, aller sur l'objectif de la présentation. Nous allons faire un tour sur la PCI lors d'un soin à domicile et nous allons terminer avec l'outil Scorecard PCI communautaire, un outil développé par l'OMS et ses partenaires, VSO, UNICEF, qui vous permet d'évaluer la PCI hors établissement de santé, donc au niveau de la communauté. Alors, pour ce qui est de contexte, on va passer rapidement. Vous le savez déjà, la pandémie à COVID-19 dure maintenant depuis bientôt 2 ans. Nous sommes maintenant à une transmission communautaire avérée. C'est vrai que nous avons une diminution, une tendance à la baisse dans notre région africaine de cas concernant la COVID. Mais ce que vous devez savoir, vous avez connu les épisodes liés à des variants, notamment le variant Delta, le variant Omicron, ces variants hautement transmissibles, qui nous poussent et qui mettent en exergue cette pertinence de la PCI au niveau de la communauté où l'infection a tendance à s'amplifier. Alors, il y a cette nécessité d'aider les partenaires, les gouvernants, les organisations, les bénévoles, les personnes au niveau des communautés, de pouvoir améliorer la surveillance, mais aussi de pouvoir mener des actions sur les risques d'exposition au niveau de la communauté, les risques d'exposition, et nous allons le voir un peu plus tard avec les activités PCI que nous pouvons mener. Nous allons faire rapidement un détour sur les soins, la PCI lors des soins à domicile, quelles sont les attitudes et comportements à avoir. Et puis, nous allons nous attarder sur l'évaluation de la PCI au niveau communautaire. Alors, l'objectif de notre présentation, nous voulons orienter les participants que vous êtes sur les activités PCI, l'évaluation donc de cette PCI au niveau communautaire, afin d'améliorer la PCI et les interventions basées sur les risques. Et nous espérons qu'à la fin de cette présentation, les participants que vous êtes, vous aurez eu une meilleure compréhension sur les différentes activités à mener et vous aurez une meilleure compréhension sur cet outil dont nous faisons la promotion, l'outil Scorecard PCI communautaire. Nous allons décrire l'outil, les rôles et responsabilités des utilisateurs, des facilitateurs, sur la méthode d'utilisation. Oui. Le son est un peu faible de votre côté. D'accord, je vais essayer de crier. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant, oui. D'accord. Et nous allons terminer sur la stratégie de mise en œuvre. Alors, pour les soins à domicile, ça c'est juste un rappel.
nous sommes des fois emmenés devant la gestion des cas qui ne sont pas sévères, de faire des prises en charge à domicile. Et lors des prises en charge à domicile, les attitudes ou, j'allais dire, comportement PCI à adopter peut se résumer en certains points que je vous partage maintenant là. Le patient que vous recevez, vous devez normalement le mettre dans une chambre individuelle et bien ventilée. Il faut Je m'excuse, essayer docteur Bissot. Oui. Veuillez hausser un peu la voix, s'il vous plaît. Beaucoup de participants n'arrivent pas à vous entendre. Veuillez hausser un peu la voix, s'il vous plaît. D'accord, je vais essayer de crier. C'est bon? Alors, il faut limiter le nombre de donneurs de soins. Il faut toujours maintenir une distance d'au moins 1 mètre et réduire au minimum les espaces partagés. Prof, je vais 2 secondes, je vais peut-être couper ma caméra. Peut-être que cela va nous aider à avoir une meilleure qualité de son. Voilà. Il faut porter un masque bien ajusté sur le visage. Il faut bien évidemment se laver les mains, pratiquer une bonne hygiène respiratoire. Le masque que nous allons utiliser, nous allons bien évidemment le jeter dans un conteneur dédié. Nous allons, autant que faire se peut, éviter le contact direct avec les fluides corporels du patient, en particulier les sécrétions orales ou respiratoires. Nous allons, au risque de nous répéter, toujours insister sur la pratique de l'hygiène des mains. Nous allons poursuivre en nettoyant et désinfectant les surfaces fréquemment touchées. Nous allons désinfecter la salle de bain, par exemple. Nous allons désinfecter les toilettes au moins 1 fois par jour. Nous allons désinfecter les vêtements du patient, les draps de lit, les serviettes de bain. Et comme nous l'avons dit, les agents de santé qui dispensent des soins doivent obligatoirement suivre une formation en PCI. Et la PCI nous permet d'évaluer les risques. Je vais faire passer sur le choix de l'équipement de protection individuelle afin de protéger nos patients. N'oubliez pas que lorsque nous appliquons les mesures PCI, nous avons 3 objectifs. Nous protéger nous-mêmes en tant que personnel de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en communauté, hors de l'hôpital. Protéger nos patients et protéger nos proches. Voilà. Donc, toujours avoir en tête que ces 3 objectifs doivent défiler et que nous devons réussir, après une bonne formation en PCI, pouvoir limiter les risques d'exposition du patient. Alors, après rapidement ce point sur la PCI lors des soins à domicile, donc nous sommes hors établissement de santé, nous allons partager avec vous l'outil Scorecard PCI communautaire. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs de cet outil? Pourquoi cet outil et qui l'utilise et dans quel contexte? Alors, devant la transmission communautaire, nous avons compris qu'il fallait faire une évaluation de la communauté, mais mieux faire l'évaluation de la communauté, de la PCI communautaire, pardon, avec les membres de la communauté. Donc, ce n'est pas une équipe dédiée parachutée qui viendra apprécier uniquement les insuffisances en matière de prévention et contrôle des infections au niveau de la communauté, mais cette évaluation devra se faire de commun accord avec une implication des leaders communautaires, de certains décideurs de la communauté, et nous verrons un peu plus tard pourquoi il est important d'impliquer la communauté, car vous savez très bien que ce qui est fait sans moi, des fois, est fait contre moi, comme on le dit. Alors, cet outil, le Scorecard PCI communautaire, a comme objectif général de mener des interventions de réduction des risques fondés sur des données probantes. Voilà, mais toujours en impliquant la communauté, toujours dans ce contexte à COVID-19. Et nous voulons, avec l'utilisation de l'outil, évaluer les pratiques des personnes et les facteurs associés
comprendre la perception des risques. Vous allez entendre ce mot-là fréquemment, le mot risque. Vous allez comprendre la perception des risques et les besoins de la communauté, identifier les lacunes, les principales et les besoins d'intervention et au bout, créer un mécanisme de responsabilisation des communautés. Voilà. Les communautés doivent réussir à pouvoir se prendre en charge, comprendre les risques auxquels ils sont exposés et mener des actions qui vont dans l'amélioration ou bien dans la réduction de ces risques-là, de l'amélioration de la PCI à leur niveau. Alors, l'outil que nous allons décrire, puisque nous allons y arriver, est utilisé de façon multidisciplinaire avec les équipes que vous avez. Excusez pour ces acronymes. La PCI, c'est la prévention et contrôle des infections. La CREC, c'est la communication du risque et l'engagement communautaire. Les équipes de surveillance communautaire que vous savez. PEC, c'est la prise en charge. Les partenaires exerçant au niveau de la communauté, les autres cas des districts et les acteurs communautaires parmi lesquels seront choisis les facilitateurs. Alors, il y a une équipe opérationnelle au niveau du district dans vos pays qui devra être composée de ces spécialistes, de ces experts dans ces différentes questions qui devront être associés dans l'utilisation de l'outil. Alors, leur rôle, ça sera donc d'élaborer et de mettre en place, donc d'implémenter cet outil et qui sera suivi d'un plan d'action, bien évidemment. Et comme vous voyez, parmi les acteurs communautaires, ils seront choisis des facilitateurs. Alors, ces facilitateurs, ce sont des acteurs communautaires, comme nous le disions, mais qui peuvent être associés à d'autres membres du district. Leur rôle sera de mettre en application sur le terrain l'utilisation de cet outil-là. Je voulais revenir sur cette définition communautaire. Quand nous parlons d'une communauté avec l'utilisation de cet outil, nous faisons allusion à un environnement où vivent un certain nombre de personnes. Ici, l'utilisation de cet outil-là se fera donc soit pour évaluer une église, pour évaluer une gare routière, pour évaluer une école, pour évaluer un marché, voilà. Et donc, nous pourrons apprécier les éléments qui ne marchent pas parce que nous suspectons ce lieu comme étant un foyer de contamination. Et du coup, nous allons aller avec l'outil, évaluer, et après l'évaluation, nous allons mettre en évidence des gaps. Et ce sont ces gaps-là qui seront utilisés pour élaborer un plan d'amélioration, lequel plan sera bien évidemment mis en œuvre avec une équipe qui s'attellera à faire le suivi. Donc, ce sont tous ces éléments-là que nous allons pouvoir faire avec l'outil en question. Allons-y vers la description de l'outil lui-même. L'outil, c'est un outil qui comporte 8 variables, tout simplement. Et les variables partent depuis l'appréciation de l'hygiène dans la communauté. L'hygiène dans la communauté que nous apprécions en jetant un regard sur l'équipement pour l'hygiène des mains, sur la visibilité, l'accessibilité des postes de lavage des mains, sur la capacité des différentes installations, sur l'état des réservoirs, notamment les dispositifs de lavage des mains ou de gel hydroalcoolique, et j'en passe. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons aller avec votre permission un peu plus vite. Après, l'outil permet d'apprécier la proportion de personnes pratiquant le lavage des mains, la proportion de personnes qui utilisent le masque. L'outil permet d'apprécier la distanciation physique. L'outil permet aussi d'apprécier la ventilation naturelle de la pièce. Dr Dixon vous a parlé tout à l'heure de la ventilation. L'outil qui a deux phases, qui a une phase observationnelle et une phase d'interview, permet d'interviewer donc la communauté, le groupe d'individus ciblés pour avoir leur perception, pour avoir leurs avis, leurs opinions sur ce qu'ils vivent en termes de protection. Est-ce qu'ils se sentent suffisamment à l'abri? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment exposés? Est-ce que les réglementations, notamment la limitation des rassemblements humains, port des masques dans la communauté, existent ou pas? Est-ce que les réglementations sont respectées?
Est-ce qu'il existe des moyens efficaces qui sont mis en œuvre pour respecter? Donc, ce sont des questions que nous posons à la communauté à travers cet outil. Et les réponses qui seront émises serviront à élaborer un plan d'action, bien évidemment. Donc, après la présentation des variables de l'outil, il faut dire que, voilà, ça c'est juste un résumé. Comme tout outil, nous avons une conclusion analytique qui nous donne un score. Et comme vous pouvez le voir à votre droite sur l'écran, nous apprécions donc 3 catégories de risques, allant du risque élevé avec un score inférieur à 50% jusqu'au risque faible pour un score qui lui est supérieur à 75%. Attention, quand le risque est supérieur à 50%, on estime que le risque est élevé. Et puis, inférieur à 75%, le risque est faible. Voilà. Donc, ne pas oublier, et ce qui est très important, que nous considérons toujours l'approche multimodale. Allons-y avec la méthodologie d'utilisation. Il faut dire que, comme nous l'avons signalé au début, c'est un processus d'auto-évaluation de la communauté. Donc, nous voulons impliquer les communautés, pousser les communautés à prendre leurs responsabilités. C'est une approche qui est basée sur l'évaluation du niveau des risques. Et voici la définition d'une communauté. Comme je vous le disais, ça peut être un village, un quartier, dans une ville, un centre commercial, un groupe de maisons, un camp, une église, un groupe, une gare routière que nous voulons évaluer. Et puis, nous allons donc cartographier les structures. Nous allons collecter les données avec l'outil à partir de l'auto-observation, des entretiens, des discussions avec les membres de la communauté. Nous identifions les lacunes et les besoins d'intervention prioritaires. Et puis, à la fin, quand nous tirons les conclusions risque élevé, faible ou moyen, nous établissons des plans d'amélioration, bien évidemment. Alors, la méthodologie d'utilisation. La première étape, c'est donc l'évaluation initiale avec l'outil. Après, nous faisons un plan d'amélioration qui est développé sur base des lacunes identifiées. Et ce qu'il faut noter, c'est que certaines actions peuvent être prises par les propriétaires des établissements qui ont été évalués, notamment les responsables d'une église, les responsables d'une mosquée, les responsables de la gare routière. Mais il peut arriver que d'autres actions demandent l'implication d'un niveau un peu plus élevé, un niveau décisionnel un peu plus élevé. Voilà. Ça aussi, il faut tenir compte, mais toujours impliquer les leaders communautaires, les leaders formels et informels de la communauté, qui pourront aussi, les chefs de quartier, les chefs de communauté, qui impliqués peuvent booster ou bien améliorer la sensibilisation. Et enfin, penser toujours à une réévaluation de façon intermittente. Voilà, on ne va pas dire on réévalue toutes les semaines, tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est de commun accord, c'est une décision collégiale que vous arrêtez et vous fixez la fréquence de réévaluation. Nous allons terminer sur la stratégie de mise en œuvre. Voilà, d'abord des mesures administratives et organisationnelles qui sont prises. Et comme vous pouvez le constater, 2 piliers essentiels. La communication sur le risque et l'engagement communautaire est très impliquée puisque ce sont les spécialistes de l'engagement communautaire. Faisons la différence entre la participation communautaire et l'engagement communautaire. L'engagement, nous voulons que la communauté s'approprie, pas que la communauté vienne seulement participer à ces évaluations. Voilà, c'est très fondamental cette différence entre l'engagement et la participation communautaire. Alors, la première étape, voilà, nous vous proposons l'outil et il y a cette appropriation. Après, il y a cette validation à l'étape 2 du document au niveau du pays, par exemple, par le Comité national de gestion de l'épidémie. Au stade 3, les comités opérationnels au niveau des districts sont directement en contact avec les communautés et les leaders pour leur mise en œuvre. Donc, les leaders communautaires sont sensibilisés et l'équipe opérationnelle de district, complétée par les représentants de la communauté, vont procéder à une adaptation. Parce que n'oubliez pas que tout est contextualisé et tout est adaptable. Donc, pensez à adapter tout ce qui est proposé à vos réalités. Parce que les réalités de Dakar ne sont pas les réalités d'Abidjan et ainsi de suite.
ou bien les réalités de tel village ne sont pas les réalités de tel autre village. Après, il faut faire la cartographie des différentes communautés et à chaque communauté, développer un plan d'amélioration après l'évaluation effectuée et puis les gaps mis en évidence et ensuite continuer à cette réévaluation intermittente. Voilà. Donc, ce diagramme, cette diapositive, pardon, vous montre tout ce que nous avons dit, commençant par la phase préparatoire, la phase d'évaluation et d'analyse, ensuite la phase interventionnelle et la phase de réévaluation. Professeur Chedi, chers collègues, pour pouvoir permettre aux participants de poser encore plus de questions, je crois que nous pouvons nous arrêter là. Et nous restons disponibles pour les questions ou commentaires. Je vous remercie. Merci, merci, Dr. Bissot. C'était excellent et ça a beaucoup éclairci parce que beaucoup de collègues, même avant votre présentation, on a beaucoup parlé de la fiche d'évaluation que vous appelez scorecard, que ce soit en milieu hospitalier ou celle-ci qui est communautaire. Je crois que c'est récent. Et je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous partager avec votre présentation un modèle de cette fiche-là avec les différentes questions qu'on peut mettre à la disposition des participants si la dernière version a été validée. Oui, prof, voilà, si vous permettez en quelques secondes, je vous partage très rapidement ce que vous voyez là à l'écran. Voilà un exemple, c'est un formulaire Kobo, mais il y a le formulaire Endu qui existe. Donc, comme je le disais, nous avons cet outil-là. Voilà, je vais mettre la version française. Et donc, après la liste de contrôle, je vais parler des renseignements concernant le pays, la province, la ville et tout. Donc, le facilitateur, celui qui va enquêter, va simplement cocher un marché, une gare routière, voilà. On peut évaluer tous ces éléments. Je vais passer très rapidement. On va mettre la date, par exemple, de l'observation, si elle a été faite aujourd'hui ou elle a été faite hier et tout. Le courriel de l'enquêteur, la fonction, plus ou moins. Et voici les différentes variables. Et chaque fois que vous allez coucher, ça va vous donner un point qui est lui automatiquement comptabilisé. Donc, on part depuis la visibilité, l'accessibilité des postes de lavage des mains, la capacité de l'installation, l'état du réservoir, je passe un peu plus rapidement. Là, si le robinet est facile d'utilisation, et ainsi de suite. Et après, il y a la proportion de personnes qui lavent les mains ou qui font la friction avec le gel hydroalcoolique, la proportion de personnes qui utilisent le max. Je sais qu'il y a une question qu'on va nous poser, je peux anticiper en répondant. On va me demander, par exemple, dans une gare routière, comment j'évalue, est-ce que je vais me pointer à l'entrée de la gare pour évaluer combien de personnes qui sont en train de laver leurs mains de 6h à 18h. Voilà, c'est tout simple. Je vais répondre en même temps. On va déterminer un certain temps. On va se mettre... c'est juste une proportion, c'est juste une observation. On va regarder pendant 10 ou 15 minutes et puis rapporter ça à l'heure et couvrir la période pendant laquelle nous étions présents. Nous verrons donc que pendant que j'étais à l'entrée de l'église, il y avait 2 personnes qui sont passées en 15 minutes, ce qui me donne une estimation multipliée par 4 pour faire l'heure, donc 8, 2 fois 4, 8. Donc, et j'étais là pendant 6 heures, ou bien l'église est ouverte pendant 6 heures. Ça me donne plus ou moins une idée. Voilà, on permet, ce n'est pas des chiffres exacts comme si c'était de l'arithmétique, mais on veut avoir une proportion de personnes, on veut observer juste une proportion. C'est pareil aussi pour l'utilisation du masque. Et puis, voilà. La deuxième partie, c'est la partie interview. Donc, on veut avoir la perception de la communauté. Donc, les personnes dans la communauté sont invitées à donner leur ressenti et on veut quelque chose de sincère, pas pour faire plaisir à l'équipe. Et comprenez que chaque fois que la communauté sait qu'elle est utile et que c'est pour son bien et qu'elle est impliquée, voilà, et que son avis de façon éclairée à donner,
il y a une pérennisation derrière des différentes activités. Je vais m'arrêter là et je crois qu'il y a des questions qui peuvent survenir. À vous, professeur. Merci, merci bien pour l'ajout, Dr. Bissot. C'était très intéressant. C'était excellent. Je vous rapporte les félicitations des participants qui ont beaucoup apprécié votre présentation. Ceci dit, chers collègues, on passe aux questions qui ont été posées. Il y a 11 questions qui ont été là. Mais en même temps, je rappelle qu'on a reçu sur l'email ipcafricacdc@gmail.com. On continue à recevoir des questions à laquelle on répond. Pour notre collègue Dr. Octavie Ndanga de l'Afrique centrale et notre collègue Keita, leurs questions en rapport avec la vaccination vont recevoir une réponse aussitôt que possible, que sera fait par Dr. Katoto, notre présentateur, la semaine dernière. Alors, pour les questions qui ont été posées aujourd'hui, alors on a avec nous professeur Bola Bola, Dr. Dixon et Dr. Bissot qui vont essayer de répondre à vos questions une à une. Dr. Dixon, s'il vous plaît, notre collègue Blaise Ako vous demande, les purificateurs d'air ultraviolets ne sont-ils pas dangereux pour ceux qui sont dans la salle? À vous, Dr. Dixon. OK, merci. Merci pour la question très intéressante. Les purificateurs d'air à ultraviolets ne sont pas dangereux parce que déjà, les ultraviolets sont dangereux. Mais dans la construction, on met une coque en plastique ou une coque métallique autour pour que l'air, les ultraviolets ne puissent pas s'en échapper. Et on le conseille toujours de les placer à plus de 2 mètres du sol, qu'ils ne soient pas placés par terre, mais qu'ils soient placés à plus de 2 mètres du sol. Mais c'est construit de manière à ce que les normes européennes, d'abord, avant que vous deveniez producteur ou fabricant des IV, des purificateurs à ultraviolets, il y a des normes qu'il faut respecter. Vous devez soumettre votre mode de fabrication, comment vous allez les faire. Et si on voit qu'il n'y a pas des ultraviolets qui s'échappent en dehors de l'endroit où on a laissé comment on dit, l'espace qu'on a laissé d'émanation du rayonnement et qu'il n'y a pas d'autres fuites de rayonnement à côté, on valide votre marque et vous pouvez commercialiser. Mais sinon, on le protège bien pour qu'il n'y ait pas de fuite de rayonnement ultraviolet. Donc, c'est ça. Donc, en gros, ce n'est pas dangereux pour la santé. Bon, je vous adresse une deuxième question avant de poser une question directe à Dr. Bissot. Notre collègue Ramatou Amidou, elle vous dit « Merci pour cette très intéressante présentation. Qu'est-ce qu'une pression négative? Si l'on doit respecter la ventilation dans une chambre d'un patient positif au COVID-19, que conseillez-vous, étant donné que dans nos hôpitaux, les salles d'isolement ne sont pas construites selon les normes? Merci. Bien sûr, c'est une question, s'il vous plaît, rapide, Dr. Dixon, et adaptée à notre réalité africaine. À vous, Dr. Dixon. OK, merci pour la question. Je vais répondre et il y a Dr. Bissot, professeur Boulaboula qui sont là, qui pourront toujours ajouter. Comme Dr. Bissot venait de le dire, il faudrait qu'on adapte certaines réalités à nos conditions de vie. C'est vrai qu'une pression négative, c'est dans la pièce, on doit avoir dans cette pièce-là une pression d'air plus basse qu'à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire si on a une chambre, l'air qui est dans la chambre-là doit être plus basse que l'air à l'extérieur, ce qui nécessite une ventilation mécanique pour arriver à ça, parce qu'on l'air doit être renouvelé à chaque fois. On doit réduire au maximum les particules dans cette pièce, les particules aérosolisées. On doit les réduire au maximum, sans oublier que le prestataire qui doit aller dans cette pièce doit être informé que le malade qui se trouve là-bas, il faut prendre des précautions, air, et contact et tout ce qui suit avant
d'y entrer. Et cela permettra que quand on ouvre la porte de la chambre, l'air qui vient de l'extérieur, c'est plutôt l'air qui entre dans la pièce. Mais dans nos conditions où on se retrouve dans des coins où on n'a peut-être pas d'électricité, rien de tout, la meilleure des solutions, la moins coûteuse, qui peut être efficace, c'est la ventilation naturelle. En ouvrant les fenêtres, en aérant, en mettant de fréquences d'aération de la pièce pour qu'on ait le moins de particules possible et qu'on réduise aussi le mouvement vers cette pièce. Donc, on va là-bas que s'il y a une nécessité à des horaires bien précises et on met, sans oublier à chaque fois, d'ouvrir les fenêtres. Je pense que ça, c'est la solution la plus adaptée dans nos réalités d'Afrique. Merci. Merci. Professeur Bola, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question, s'il vous plaît? Merci beaucoup, professeur Chedli. Je tiens d'abord à féliciter nos deux orateurs, nos confrères Dixon et Bissot pour leurs brillantes présentations qui sont riches et qui apportent beaucoup à notre forum. Je pense que je n'ai rien à ajouter à ce que le docteur Dixon vient de dire, mais que la ventilation naturelle est encore plus recommandée dans nos conditions, surtout que nous avons encore les campagnes qui ne sont pas très polluées et que nous pouvons profiter de cet outil qui est l'air naturel que nous avons de disponible pour faciliter la ventilation des salles de nos malades. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade, professeur Chedli. Merci, professeur Bola, pour le complément qui était intéressant que vous avez ajouté. Docteur Bissot, il y a deux questions que je vois. Il y a une de notre collègue Blaise Ako qui vous demande si vous pouvez reprendre l'interprétation des scores de la PCI communautaire. Je ne sais pas si... Ok, allez. Je réagis rapidement. Merci, Dr. Acho. Je crois qu'il y a eu une petite coquille et merci, ce qui veut dire que le Dr. Acho a bien suivi notre présentation. Juste dire que je partage rapidement la partie. Alors, c'est un outil que nous utilisons pour faire une évaluation. Et donc, si nous avons, après utilisation de l'outil, nous avons 3 cas pour aller plus simple. Nous avons un cas où le score que nous trouvons est inférieur à 50%. Alors, nous estimons que le risque est élevé au niveau de cette communauté. Alors, on rappelle la définition de la communauté. Allons-y pour une église. Nous avons trouvé un score très bas, ce qui veut dire que après avoir parcouru l'outil, vous allez voir que les questions qui vont de 0 à 2 points ont été moins renseignées, mais l'environnement choisi n'a pas tout ce qui est recommandé. Et donc, le risque est très élevé, ce qui veut dire aussi que les gaps sont énormes et le plan d'amélioration devra être focus sur ces gaps-là. Il y aura beaucoup de choses à faire, avec bien évidemment l'implication de la communauté. Alors, si on trouve un score qui est entre 50 et 75% après l'évaluation, juste rappeler que le score est régénéré aussitôt. Dès qu'on clique au niveau de l'outil, il est automatisé et il sort. On estime que le risque est modéré. Il y a des actions à faire, mais ça sera bien évidemment un peu moins que lorsque le risque est élevé. Et si nous trouvons un score après évaluation qui est supérieur à 75%, je crois que c'est ce qui a poussé Dr. Acho à poser sa question et nous lui disons merci. On estime que le risque est faible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y aura donc des activités un peu moindres à réaliser avec implication de la communauté, sauf que ayons toujours ce souci-là de réévaluer parce qu'on peut quitter ce niveau de risque faible croyant qu'on n'a plus rien à faire, se croiser les bras et aller après une prochaine évaluation à un risque élevé où nous allons trouver une chute
au niveau de l'évaluation faite. Voilà un peu ce rectificatif et puis cette petite correction que je voulais apporter en Merci, la explication. merci bien. Juste, j'ai une petite observation, Dr Bissot, parce que je vois que beaucoup de collègues sollicitent le partage de l'outil. Et si je me rappelle bien, dans votre présentation, vraiment, l'outil ne peut être utilisé que suite à des formations spécifiques et des exercices de table vraiment bien orientés. Et il faut que les enquêteurs soient plus ou moins renseignés, expérimentés dans son usage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce point-là, avant que je vous passe la question, une autre question. Alors, merci, Prof. Chedli. Ce qu'il faut noter, c'est que l'utilisation de tout outil doit tenir compte aussi de la formation préalable et pour une meilleure compréhension. Parce que si moi, j'utilise un outil validé et conventionné avec une compréhension différente de la vôtre, dans deux endroits donnés, nous aurons des interventions différentes. Je vais parler des plans d'amélioration parce que la compréhension n'aura pas été la même. Donc, une formation, une bonne formation sur l'esprit d'abord de l'outil et la lettre est importante. Et puis, il faut comprendre aussi que j'ai parlé tantôt de la CREC, la communication de risque et l'engagement communautaire. Il ne suffit pas d'être seulement expert PCI et venir utiliser. Comprenez ici que nous travaillons avec les communautés qui ont une compréhension. Ils ne sont pas experts en santé, ils ne sont pas experts PCI, mais nous voulons leur adhésion. Et donc, il y a des spécialistes qui sont nos amis de la CREC qui doivent être impliqués lors de l'utilisation. Donc, il y a cette formation-là qui s'impose effectivement, mais aussi il y a cette collaboration pour avoir les meilleurs résultats en tout cas. Si je comprends bien, jusqu'à maintenant, l'outil n'a pas été partagé officiellement par les bureaux pays de l'Afrique. Non, non, non. Là, je pouvais peut-être juste apporter cette information. L'outil est déjà utilisé dans 16 pays au niveau de l'Afrique. Et je peux citer pêle-mêle la RDC, le Burkina, le Togo, en Afrique de l'Est, au Kenya, au Malawi, au Zimbabwe. L'outil est en train d'être utilisé. Et nous invitons les pays à pouvoir utiliser cet outil. Nous pouvons vulgariser, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Je vous mets l'outil à disposition, sauf que nous pouvons trouver des séances de formation. À cet effet, il y a un webinaire qui est prévu à l'intention des points focaux PCI de l'OMS, mais aussi des points focaux PCI nationaux dans les pays, où nous allons prendre le temps de revenir de façon très détaillée sur cet outil. Sinon, juste rappeler que l'outil est déjà utilisé depuis un peu plus de 6 mois. Notez que la pandémie dure maintenant que 2 mois. Donc, dès que nous sommes passés d'une transmission plus communautaire, d'abord la transmission elle était dans les centres de santé, mais nous avons compris la transmission communautaire. L'outil a été développé et comme tout outil, il a besoin d'être utilisé pour être amélioré. Parce qu'il peut avoir des difficultés d'implémentation, il peut avoir des difficultés de contextualisation et c'est le retour des pays que nous utilisons pour peaufiner, pour adapter au mieux l'outil. Donc, l'outil peut être vulgarisé et utilisé dans tout pays. À vous. Merci bien. Bon, il y a beaucoup de collègues, il y a Safa Trabilsi, il y a beaucoup de collègues qui demandent s'ils peuvent avoir une formation concernant ce sujet. Je ne sais pas, de votre côté, comme OMS, est-ce que c'est possible de faire une formation sur notre plateforme par rapport sur cet outil-là ou votre formation n'est cible que le point focaux nationaux ou OMS? Non, non, non. Alors, comprenez que peut-être que de ma position, je ne peux pas directement interagir avec tous les collègues, j'aurais bien voulu, sauf que dans tout pays, il y a des points focaux nationaux. Et ces points focaux nationaux, là, je ne vais pas usurper leur activité, ont cette charge-là de pouvoir mettre à niveau tout ce qui est comme recommandation nouvelle au niveau de l'OMS. Donc, nous formons des points focaux PCI OMS et aussi points focaux PCI des ministères de la Santé qui, eux, à leur tour, et c'est leur responsabilité, ils le font si bien, à travers leurs activités, vont dans les différentes régions des différents pays et font ces formations qu'ils programment au fur et à mesure. Donc, nous pouvons toujours travailler dessus avec notre collaboration avec Africa CDC, ICANN,
et pouvoir aller vers l'implémentation de façon désagrégée de l'outil. Il n'y a pas de problème. On pourra organiser ça. Merci bien. Merci, Dr. Bissot. Je vais avoir un entretien avec vous et on verra la meilleure solution à mettre pour mettre cet outil à la disposition de nos collègues. Professeur Boulaboula, avez-vous un commentaire ou quelque chose à dire par rapport à cet outil-là, s'il vous plaît? Merci beaucoup, professeur Chedli. Cet outil est très important pour moi parce que il y a quelque chose qui restait pendant sur ma langue. Je voulais demander aussi au docteur Bissot d'insister sur les interventions non pharmacologiques. Hein, dans le cas de COVID, ça s'est fait dans d'autres épidémies telles que la grippe et ainsi de suite, mais peut-être qu'il n'a pas beaucoup insisté là-dessus ou utilisé le terme. Et je pense que c'est un type d'intervention non pharmacologique où on n'utilise pas nécessairement les médicaments ou ceci, cela, mais grâce à la formation, grâce à la communication, des interventions au niveau de la communauté se font et produisent des résultats. Je peux encore m'adresser au docteur Bissot pour me compléter ou pour éclairer davantage des interventions non pharmacologiques. Docteur Bissot, à vous. Je suis entièrement en phase avec le professeur Boulaboula. Effectivement, peut-être que le terme n'est pas revenu fréquemment, mais c'est effectivement une intervention non pharmacologique. Et vous le savez, pour la PCI, nous avons rappelé les principes de la PCI, basés sur les évidences et tout ça, nous savons très bien. Ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que ce ne sont pas que les médicaments. N'oubliez pas que la PCI, c'est d'abord la prévention, avant de contrôler les infections. Et nous estimons des fois que quand il y a une infection, c'est que quelque part, la PCI a échoué. Échoué, je mets ça en griffe. Donc, il y a toutes ces mesures-là que nous devons adopter, qui doivent faire partie de notre quotidien. Ces mesures-là permettront de réduire. Voilà, commençons par réduire le risque d'exposition. Commençons par réduire les infections au niveau de la communauté. Aujourd'hui, nous parlons de la communauté, mais nous n'ignorons pas qu'il y a toujours ce risque infectieux au niveau des établissements de santé, sauf que, pour recadrer avec le thème d'aujourd'hui, nous sommes dans la communauté. Et comme le dit le professeur Boulaboula, ces mesures non pharmaceutiques sont importantes. Ne pensons pas que médicaments pour régler nos problèmes de santé, pensons aussi à ces interventions non pharmaceutiques. Merci. Merci, Dr. Bissot. Juste une réponse à notre collègue Bangaman Akani. Je suis désolé, vos deux premières questions en rapport avec la crise de l'Ukraine n'a pas de lien avec notre webinaire et même le collègue OMS ne peut pas vous donner les réponses adaptées. Alors que pour vos questions en rapport avec la présentation de Dr. Bissot, alors, Dr. Bissot, il y a 5 questions, mais s'il vous plaît, rapidement, en quelques mots, si vous pouvez répondre à ces questions de notre collègue Bangaman Akani. Alors, il vous demande, dans une perspective de recherche, comment accéder à l'outil Scorecard pour procéder à l'évaluation de communauté. L'utilisation de cet outil nécessite-t-il un renforcement de capacité? Je crois oui, on a parlé de ça. Il vous demande aussi si l'OMS nous accompagne, ressources financières et techniques, dans l'évaluation de communauté. Avez-vous un exemple à nous partager, un document, un rapport, article scientifique d'un pays l'ayant déjà utilisé? Quel est l'échantillon de la taille minimale pour mener une telle évaluation? À vous, Dr. Bissot, si vous avez des réponses, s'il vous plaît. Oui, professeur, d'accord, rapidement, parce que je crois que nous allons vers la fin. Alors, pour revenir, je crois que nous l'avons déjà dit, la disponibilité de cet outil. Nous partageons l'outil avec nos points focaux OMS pays qui, eux, travaillent
de façon étroite avec les points focaux nationaux. Donc, au niveau des pays, le point focal national, PCI, chargé de la formation et de toutes les activités qui vont avec, peut mettre à la disposition des districts sanitaires, des régions sanitaires, cet outil. Sur ce point, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Nous avons ventilé, nous avons partagé. En tout cas, pour ce qui concerne la région OMS Afrique, les 47 pays, ce travail a été fait. Et plus précisément pour les 27 pays dont je suis responsable. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut un renforcement des capacités? Je crois que vous avez déjà posé cette question et je confirme, effectivement, il faut un renforcement des capacités. Il faut noter que là, c'est une présentation PowerPoint. Donc, très rapidement, nous avons essayé d'aller sur les points clés. Sinon, il y a un guide technique en bonne et due forme qui existe avec toutes les explications détaillées en Word et qui est aussi accessible et à la disposition des points focaux pays OMS et nationaux. L'autre question, c'était concernant la présence d'un article scientifique ou d'un rapport. Alors, pas encore d'article scientifique publié à cet effet. L'outil, il est quand même relativement récent. Sauf qu'il y a des rapports d'activité. Je vais juste peut-être profiter de votre micro, dire que nous avons utilisé l'outil. Si vous vous souvenez, il y a eu l'éruption du volcan Nyiragongo au niveau de la RDC l'année dernière. Il y a eu des camps de déplacés qui se sont créés. L'outil a été utilisé, par exemple, pour pouvoir évaluer ces camps de déplacés. Parce que vous savez, quand il y a un regroupement de population dû à une catastrophe humanitaire, on peut avoir ces risques liés à la promiscuité avec des mesures de PCI qui sont vraiment en deçà des normes. Donc, l'outil a été utilisé, des rapports existent et on peut vous les partager. L'outil aussi a été utilisé, par exemple, pour apprécier, il y avait une série d'infections au niveau des bureaux de certaines agences onusiennes. Nous avons utilisé l'outil pour évaluer la PCI au niveau de ces agences, des bureaux pays. Je ne vais pas citer les noms. Et ça nous a permis de pouvoir faire des plans d'amélioration et réduire ce risque d'infection au niveau de ces bureaux-là. La dernière question, je crois que Dr Akani demandait l'échantillon. Alors, oui. Voilà, je vais terminer sur ça très rapidement. Non, il n'y a pas d'échantillon. J'ai rappelé ce que nous appelions communauté dans la présentation de l'outil. Nous avions dit que la communauté pourrait être un marché, pourrait être une école, une église, une gare routière, un village. Et après, comme nous l'avons si bien dit, l'adaptation de l'outil se fait au niveau opérationnel qui est le district sanitaire duquel relève, par exemple, l'entité que nous appelons communauté. Donc après, libre choix est donné aux personnes de cet endroit de pouvoir déterminer, d'adapter, contextualiser et voilà, avoir l'échantillon qu'ils peuvent juger nécessaire. Mais nous n'allons pas dans cette approche. Nous voulons apprécier un endroit que nous estimons être même un foyer. Nous suspectons être un foyer. Voilà comment nous faisons notre approche. Merci. J'espère avoir répondu aux questions du Dr Akani. Merci. Oui. Merci bien. En même temps, vous avez répondu à la question de notre collègue François Kangela. Juste une dernière question pour Dr Dixon. Notre collègue Thierry Abdias Bosso vous demande: qu'en est-il de la ventilation des salles fermées mais climatisées? C'est-à-dire, c'est une question qui se répète et on me pose souvent. Alors, est-ce que les climatiseurs split ou autres, quand ils sont là, ils assurent une ventilation sécuritaire? Dr Dixon? Oui, merci pour la question. Merci, très bonne question. Je pense que j'ai dû en parler à un moment dans la présentation, que la ventilation avec l'air conditionné permet de faire circuler l'air, mais il ne permet pas l'échange d'air. D'accord? Donc, il fait circuler l'air, il donne l'air frais, il rafraîchit la salle, mais il ne permet pas l'échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, si nous avons quelqu'un de contaminé dans cet espace, nous aurons suffisamment de particules aérosolisées dans l'air qui va facilement se disséminer dans toute la salle. Donc,
L'idéal serait toujours, même si on a l'air climatisé, après, si on est dans des réunions où on est assez nombreux, pensez au moins à quelques moments, même prendre une pause, laisser les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes pendant 10-15 minutes. Après, on peut revenir dans la salle à nouveau pour continuer, mais ne pas utiliser en continu sans jamais laisser le renouvellement d'air à l'intérieur. Non, ça, ce n'est pas très idéal. Mais dans des chambres personnelles telles que dans le tableau, quand ils auront la présentation, ils vont le voir, dans des chambres personnelles pour des personnes qui sont déjà infectées. Là, il n'y a pas de problème, il peut utiliser pour se rafraîchir seul. Là, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui doivent entrer, il faut qu'il y ait des affiches ou de l'information à la porte qui notifie que là, dans cette zone, il faut toujours prendre des précautions aériennes avant d'entrer. Donc, je pense que c'est ça. Si le professeur Boulabou, le docteur Bissou a quelque chose à ajouter, ils peuvent ajouter. Merci. Merci, docteur Dixon. Juste une observation avant de clôturer, parce que je continue à avoir beaucoup de messages dans le chat de beaucoup de collègues par rapport à l'outil d'évaluation de la PCI communautaire. Chers collègues, ce que je peux vous dire, il y a Dr Liliane qui est le point focal PCI de Burundi, il y a notre collègue du Bukavu, Dr Giscard, il y a des collègues de la Tunisie, il y a beaucoup de collègues, il y a Dr Sani Amidou du Togo, il y a beaucoup de collègues qui continuent à poser des questions. Alors, ce que je peux vous promettre, je vais discuter ça avec le collègue Gomes, avec Dr Bissou, et on va vous revenir avec la meilleure solution qui va vous aider dans l'adoption et l'usage de cet outil-là. Professeur Bouraboula, avez-vous quelque chose à dire avant de clôturer, s'il vous plaît? Docteur Bissou, avez-vous quelque chose à dire avant de clôturer? Oui, professeur. Enfin, je veux dire merci aux participants qui prennent 1h30 de leur journée pour pouvoir écouter ces présentations sur la PCI, et merci aux panélistes. Dire que l'outil, nous restons disponibles pour l'organisation des formations, et encore une fois, au risque de répéter, nous allons mettre l'outil à votre disposition. L'outil est déjà utilisé dans des pays, en RDC, je ne vais pas citer ces pays. Nous allons redistribuer à nos points focaux. Voilà, le bureau régional de l'OMS met l'outil à disposition des points focaux OMS qui travaillent de façon étroite avec les points focaux nationaux. Et ce sont ces points focaux nationaux qui relèvent du ministère de la Santé qui, eux, de façon désagrégée, de façon en cascade, vont faire des formations avec, selon leur calendrier, avec les responsables des districts, les responsables des centres hospitaliers, avec tout ce que vous pouvez avoir comme personnes impliquées dans la PCI. Donc, je veux rassurer que ce n'est pas un outil que l'OMS détient pour elle seule. Non, l'organisation produit avec ses partenaires des outils qu'elle met à la disposition des pays, puisque c'est pour ça que nous sommes là. Merci encore une fois pour l'opportunité. Merci. Ça a été confirmé au niveau de RDC. Dr Raphaël Okoum, il a confirmé dans le chat qu'il a l'outil et qu'il l'utilise. Mais vous savez, pour l'RDC, c'est très grand. On a les collègues de Bukavu et d'autres provinces qui demandent aussi. Ça revient à Dr Gertrude, Dr Isabelle et Raphaël de coordonner et voir comment faire pour avoir ça. Dr Dixon, pour clôturer, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Je dis merci à tous les participants et aux modérateurs. Merci parce que la modération était excellente et surtout les questions qui ont été très pertinentes. Nous restons ouverts pour toute autre question, même après le chat, via l'adresse email. On pourra toujours ajouter d'autres réponses à ce qu'on n'a pas pu dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses et le temps est assez court, mais on espère que prochainement, on aura l'opportunité d'ajouter encore d'autres éléments et améliorer notre niveau de pratique à tous. Merci. Merci bien. Avant de passer la parole à professeur Boulaboula, juste une réponse que je peux donner
Il y a l'outil, le scorecard, l'outil d'évaluation PCI communautaire et hospitalier, ils sont différents. S'il vous plaît, ils ne sont pas les mêmes. Alors, il y a une question qui se répète, ils ne sont pas les mêmes outils. D'accord, vous ne pouvez pas utiliser l'outil scorecard. Malheureusement, ça n'a pas été donné l'adjectif. Il faut donner l'adjectif. Peut-être je propose à mes collègues de l'OMS, scorecard pour les milieux hospitaliers. Alors là, ils ne sont pas les mêmes. D'accord. Professeur Bolabola. Oui. S'il vous plaît, en 2 mots. Alors, vous faites très bien d'insister dessus. L'outil auquel les collègues sont habitués, qui a été utilisé lors des épidémies d'Ebola, de Marburg et j'en passe, et de Covid même, pour les établissements de santé, c'est l'outil Scorecard pour les établissements de santé. Il a été vulgarisé et il est utilisé. Cet outil, il est nouveau, il a à peine 6 mois. C'est l'outil PCI, c'est toujours un scorecard pour la communauté. Donc, c'est bien différent. Peut-être que nous aurons au cours d'un webinaire l'opportunité de revenir sur l'outil, mais les variables sont différentes. L'appréciation aussi est différente. Voilà, c'était juste cette précision de taille à faire. Merci. Je vous remercie. Professeur Bolabola, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, chers collègues. Je voudrais remercier aussi à mon tour les 2 orateurs, Dr Dixon et Dr Bissot, ainsi que l'animateur, le professeur Chedli, comme de nombreux participants de partout de nos zones francophones et non, d'Afrique et d'ailleurs. Je les remercie tout en les encourageant de continuer à faire vivre ce forum pour l'avenir et pour le meilleur de nos populations. Merci, professeur Chedli. Je vous en prie, je vous en prie. Encore une fois, chers collègues, en votre nom, je remercie nos 2 présentateurs et nos panélistes. Principalement, on avait avec nous aujourd'hui professeur Ali Bolabola, Dr Dixon Mokeba et Dr Bissot. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et au revoir à la semaine prochaine qui sera la dernière session de notre 11e série de webinaires. Notre 12e série de webinaires, on est en train de la préparer et je lance l'invitation de nouveau à tous les collègues de tous les pays francophones africains. S'ils sont disponibles à partager leur expérience, ils sont les bienvenus. On sollicite, partagez avec vos collègues votre expérience en matière de prévention et contrôle de l'infection dans le cadre de la pandémie. Merci, au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye bye.